Bonjour et bienvenue à cette séance spéciale tant entendue de tous sur la résolution du quiz que l'autre fois nous avons envoyé. J'ai pas mal reçu de résolutions que je ne traiterai pas de bêtes, mais ce sont des résolutions plutôt intéressantes, plutôt réfléchies, plutôt scientifiques. Alors je me suis proposé de pouvoir vous présenter une autre vidéo sur la résolution, la correction de ce quiz. Rappelez-vous de vous abonner et de liker, de partager et voir ceux qui peuvent aller sur Vidmets trouveront certaines vidéos qui sont déjà à accès libre, téléchargeables, parce qu'il y a eu des gens qui ont demandé que je puisse les envoyer sur WhatsApp et tout, alors vous pouvez aller télécharger au lieu de venir demander. Vraiment, c'est pas trop bien, hein. Il y a une plateforme là-bas. Bien qu'il n'y a rien à gagner dans tout ça, c'est seulement le souci de la science que nous voulons partager. Voilà, l'autre fois dans le quiz, nous avions présenté pour 3 questions. La première était sur ces réchauffeurs qu'on appelle heater. C'est un heater, ça traite, parfois c'est appelé heater traiteur, mais c'est un réchauffeur direct. J'avais expliqué au chapitre concernant le séparateur. Si vous n'avez pas vu ça, allez-y voir ce chapitre sur le séparateur. C'est un chapitre important qui parle de séparateur et traitement. C'est vraiment riche. Bien sûr, on n'a pas pu tout mettre, on n'a pas pu tout détailler. Alors c'est dans la chaîne YouTube, dans ma chaîne YouTube que vous verrez là dans la description. Vous pouvez cliquer dans la description et puis ça va vous ramener dans la chaîne YouTube. Vous pouvez voir cette vidéo là et pouvoir comprendre pour ceux qui n'ont pas participé à la suivre. Donc voilà, nous allons répondre à cette quiz, à ces quiz plutôt. Voilà, j'avais dit que c'était un réchauffeur direct. Pourquoi? Parce que la flamme est en contact, vous voyez, direct. Mais je ne vais pas revenir là-dessus, je vous ai déjà proposé la vidéo. Voilà. Et donc maintenant le réchauffeur, on nous avait posé quelques questions. On a dit, pour ce réchauffeur, en tant qu'ingénieur en charge de la maintenance, il est remarqué que la température de chauffage n'est plus bonne pour un traitement. On déduit après analyse que le brûleur est endommagé. Ce réchauffeur fait partie d'une suite de process de l'exportation. Et donc, comme ça fait partie d'une suite de process de l'exportation, on nous demande d'établir une procédure pour la maintenance de ce réchauffeur sans interrompre la production ou l'export de la production. Quelles sont les opérations en toute sécurité, bien sûr, avant d'entrer pour changer ces brûleurs et après réparation du brûleur pour remettre le réchauffeur en service? C'est ce qu'il fallait répondre. Donc, je vais reprendre encore l'image pour qu'on voit le brûleur. Voilà, là, nous avons le brûleur qui est juste là. C'est le brûleur qui va chauffer. Toute cette partie sera chauffée et la fumée va être éjectée à la cheminée. Donc, vous voyez. Et maintenant, l'huile qui entre par là et ça part comme ça. L'eau va bien sûr descendre parce que l'eau est toujours plus dense. Et l'huile va se diriger vers le haut pour sortir d'huile chaude vers le haut là-bas. Maintenant, ça sera toujours en contact avec les réchauffeurs ici. Donc, voilà. Ça sera toujours en contact avec le réchauffeur. Je vais vous présenter une image. Attendez. Et donc, voici l'image. Voici l'image du heater. Vous voyez, l'image du heater, ce sont des cheminées. Ça, ce sont des pipes. Les entrées et les sorties sont... Bon, l'architecture interne de chaque heater peut différer.
Ici, je vois des entrées, des sorties. C'est comme si le liquide circule à l'intérieur de façon un peu serpentine. Mais comment en être sûr? Parce que je n'ai pas l'architecture. De toute façon, le fabricant donne l'architecture interne de chaque unité. Donc. Mais la sortie huile, c'est par là. Toujours en haut. Pas toujours en haut, mais ici c'est en haut. Donc voilà la cheminée où s'échappe la fumée. Et ça, c'est le mécanisme pour le brûleur. Mais le brûleur, c'est à l'intérieur, vous voyez. Les brûleurs se topement à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est le schéma avec le mécanisme. Donc, voilà. Maintenant, on nous demande d'établir la procédure. Voilà. Nous allons commencer par la procédure. Quand on établit une procédure, la première étape, c'est la problématique. C'est-à-dire, il faut déterminer la problématique. Mais ici, après analyse, il est bien écrit ici dans la question que on a déjà analysé. Il est remarqué la température n'est plus bonne. Donc ici, il y a déjà, l'analyse a déjà été faite. Et on s'est déjà dit que non, c'est un problème de brûleur. On en déduit, après l'analyse, que le brûleur est endommagé. Maintenant ici, nous voulons changer les brûleurs. Alors, qu'est-ce que l'on s'est dit? On s'est dit de déterminer la problématique. Donc, c'est le brûleur qui est endommagé. Si ce n'était pas le brûleur, il faut présenter des analyses et tout, et dire que c'était l'équipement ou tel équipement. Donc, il va falloir prévoir de changer ces brûleurs et de les remplacer par un autre brûleur. Parce que quand on travaille une procédure, on détermine déjà ce qu'on va faire bien avance. On ne peut pas sortir le brûleur, commencer à réparer les brûleurs pendant que la production attend. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc après quoi, l'ancien sera soit réparé, soit déclassé. Avec une éventuelle récupération, on peut récupérer certaines parties et tout qui sont encore en état. Mais ça se fera à l'atelier. Donc voilà. Et là, nous avons notre ITER traiteur en image. Je ne vais pas m'attarder ici. Nous avons notre ITER traiteur en design. Vous voyez, il y a le trou d'homme, toujours. Donc, il y a des petits trous pour des piquages, tout ça. On verra l'importance. Voilà. Et voilà notre brûleur. Voilà le brûleur. Donc, le brûleur est là. Ça donne la flamme. Ça, c'est un ITER vertical. Donc, on nous présente le brûleur et la flamme qu'elle donne. Parce que ces brûleurs fonctionnent avec du gaz. Donc, c'est un peu comme le réchaud à gaz. Mais un très grand réchaud à gaz. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il donne une grande flamme. Donc, c'est un peu l'enfer. Voilà le brûleur qu'il faut changer. Et tout ça, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Voilà un peu un brûleur. En quoi ça ressemble avec de... Bon, communément appelé des bougies, mais ce sont des mini brûleurs. Ce sont des composants de brûleurs. C'est pourquoi j'ai dit qu'il peut y avoir des trucs à récupérer. Et voilà. Bon. Maintenant, on va parler des différentes étapes de l'opération. Cette opération sera divisée en 3 grandes parties. Bon, il y a des trucs que je n'ai pas mis parce que là, c'est un peu synthétique. Normalement, il y a des PID, il y a des schémas qu'il faut associer dans la procédure. Parce que la procédure doit être un peu plus claire, pas comme une réponse, mais un peu plus claire. Ça doit détailler. Donc, il doit comporter des schémas, il doit avoir beaucoup d'autres trucs. Donc, avant l'ouverture, pendant l'ouverture et la fermeture. Ce sont les 3 grandes parties de l'opération. Donc, avant l'ouverture, qu'est-ce qu'on va faire? On vous a dit que dans le process de process industriel, il est prévu des bypass parce que on ne peut pas interrompre la production. On doit bypasser la production, même si la production ne sera pas de bonne qualité, mais on peut faire comprendre à l'acheteur que nous avons un souci de maintenance de notre ITER. Mais quand même, l'acheteur va acheter avec une réduction de prix. Et lui, de son côté, il va aller
retaper la qualité de la production. Donc ça veut dire que on doit lui fournir une réduction, mais on ne peut pas arrêter la production. Arrêter la production, c'est vraiment trop coûteux. Donc on ne peut pas. Dans la conception industrielle, alors, il est prévu des bypass. Tout équipement sensible à la maintenance pour la conduite du fonctionnement lorsque celui-ci est défectueux. Donc, c'est-à-dire que même une vanne, on sait que cette vanne est sensible à la maintenance. On ne peut pas mettre ça sans bypass. Même un compteur. On sait que le compteur... Excusez-moi. On sait que le compteur a des problèmes. Ça demande qu'on puisse changer. Ça demande qu'on puisse nettoyer à l'intérieur. On doit toujours mettre un bypass. Parce qu'on prévoit de bypasser en cas de... C'est-à-dire en cas de maintenance, en cas de défect, de dysfonctionnement, tout ça, on doit changer. Pendant qu'on doit changer, on ne peut pas arrêter la production juste pour une maintenance. On bypass. Ça veut dire le bypass, c'est quoi? C'est un peu comme si j'ai une ligne principale, celle-ci, j'ai une vanne et j'ai l'équipement à changer au milieu. Alors je prévois une autre vanne ici, une autre ligne avec une vanne ici. Pendant que je suis en train de fonctionner comme ça, les deux vannes ici seront ouvertes, celle-ci sera fermée. Mais quand je vais bypasser, je ferme les deux vannes pour isoler l'équipement et puis je vais bypasser par là. Bon, j'aurais pu vous faire un schéma. C'est pourquoi je dis que je ne mets pas de schéma, je réponds juste à la question et puis on passe. Mais normalement, je devais vous mettre un schéma de bypass. Ceux qui en ont vu connaissent comment imaginer ce que je fais là comme étant avec mon pointeur du souris. Voilà. Premièrement, on bypass la production. Deuxièmement, on fait la consignation électrique. Ça veut dire que les électriciens doivent consigner, doivent déconnecter les câbles. Parce que le brûleur, même si ça fonctionne avec même si ça fonctionne avec du gaz, mais le démarrage peut être électrique aussi. Alors, tout ce qui est électrique à l'intérieur ou tout ce qui est qui peut déranger l'instrumentation doit être consigné. On doit consigner l'électrique. Donc, on doit séparer l'énergie électrique. Vu que ça va passer en maintenance, les gens vont entrer, les gens vont toucher. Alors, on doit aller au niveau... on doit couper d'abord le courant au niveau du disjoncteur ou de quoi comme contrôle de l'électricité, interrupteur, je sais moi. Et puis on doit venir déconnecter les câbles. Comme ça, on va signaler, on va mettre c'est comme un cachet. Donc on appelle ça, c'est la consignation. On doit mettre une consignation pour montrer que c'est consigné. Comme ça, la personne qui veut venir démarrer doit être au courant que attention, ici c'est consigné. Parce qu'une autre personne va voir, mais comment ça fonctionne pas? Bon, je vais aller démarrer moi-même. Quand il va là-bas, il ne trouve pas de consignation, alors il démarre. Et demain, les gens peuvent venir, ils entrent comme ça, ils seront peut-être électrocutés. Ceux qui peuvent passer tout près du câble peuvent être électrisés. Donc, c'est pas de la sécurité. Donc, on doit consigner, mettre quelque chose qui montre que ici, il y a des travaux. Il est interdit de toucher, à moins qu'on sait que les travaux ont pris fin, alors il vient déconsigner. Vous voyez? Et parfois, il y a une note, bon, je ne voudrais pas vous faire le cours de sécurité, mais parfois, sur la plaque de consignation, il y a des écrits qu'il faut noter, que consigner parce que vous pouvez être dans une raffinerie par exemple. Vous voyez un peu la raffinerie, comment c'est une ferme de pipes, de tanks, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a consigné, quoi, alors pourquoi et c'est à quel niveau, le câble, tout ça, il faut mettre des notes. Voilà, consignation électrique, ça c'est de la sécurité. Isolation et purge de la capacité. Donc
on doit isoler et purger la capacité. Isoler, ça veut dire quoi? Ça veut dire fermer toutes les vannes communiquant avec la capacité. Et la capacité va être vidée de tout le stock mort. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on doit fermer toutes les vannes. L'entrée, oui, la sortie. Oui, parce que la sortie est quand même en contact avec tout ce qui est dans le stock du pipe. Peut-être avec tout ce qui est la valve, tout et tout. Et quand on veut par exemple créer un bypass, pardon, la ligne de bypass va quitter de l'entrée directement vers la sortie. Vous voyez? Ça veut dire que on doit fermer la sortie du heater parce que le bypass va venir en avant. Si on ne ferme pas la sortie du heater, le bypass qui viendra juste après le heater, ça veut dire à l'aval du heater. Si on ne ferme pas la vanne, ça veut dire que ça va rentrer à l'intérieur. Donc on doit fermer la vanne sortie huile. Sortie gaz, le gaz qui alimente le réchauffeur. On doit fermer cette vanne-là. On doit fermer la purge d'eau. On doit fermer... S'il y a, donc, tout ce qui communique avec la capacité va être vidé. Alors, il doit être fermé. Toutes les vannes doivent être fermées. Et la capacité va être vidée. Vider, ça veut dire purger. Quand on purge du liquide. On doit purger le gaz. On doit purger avec sa pression. Donc, jusqu'à atteindre 0 pression. Après avoir purgé, qu'est-ce qu'on fait? On fait le platinage. Le platinage, c'est quoi? Vous verrez ça. Vous verrez ça dans ceux qui vont continuer à suivre le cours avec nous et à partager, à liker. S'ils ne sont pas encore abonnés, ils vont s'abonner. Parce que je vois parfois plus de vues que d'abonnements. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas s'abonner. Bon, je ne sais pas pourquoi on ne veut pas activer la cloche. Pourquoi on met pas de pouces bleus. Je ne sais pas, mais quand quelque chose te plaît, si tu mets un pouce bleu, ça change quoi? Ça change rien du tout. Tu vois un peu. Bon, de toutes les façons, je ne vais pas forcer la main non plus. Bon. Parlons de platinage. On verra quelque part là les équipements d'obstruction, parmi lesquels on a des vannes pour isoler. On a des platines, des plaques de platine. Donc, on met de platine, ça veut dire quand on a une vanne, on a fermé la vanne bien sûr, mais on n'est pas sûr de l'étanchéité de cette vanne. Les gens seront à l'intérieur. Et supposons par exemple c'est une vanne qui isole le gaz. Mais le gaz peut passer. S'il y a des travaux de soudure à l'intérieur avec du gaz, vous verrez ce que ça fera. Il peut y avoir explosion, incendie, départ de feu, tout ça. Donc, on doit mettre une plaque de platinage. C'est comme ça là. Ça suit la dimension du pipe. On va insérer à l'intérieur. Et ça, on va encore renforcer des boulons. On verra ça. Alors, il y a un plan de platinage qui fait partie, qui va être inséré dans la procédure. Je vous ai dit que ici je réponds, mais je n'ai pas fait une procédure technique. Donc, une procédure technique, il faut un cas réel. Je vous montre les étapes. Donc, il faut un plan de platinage. Donc, platiner toutes les voies communiquant avec la capacité. Toutes les vannes qui ont été fermées, il y aura le platinage juste en amont. Donc, ça veut dire en amont de la vanne. Parce que la vanne, soit ça vient dans la capacité, là, ça sera en aval de la vanne. Mais si ça part de la capacité, ça quitte la capacité, ça sera en amont. Donc, ça veut dire le platinage sera juste avec la capacité. Maintenant qu'on a platiné, il peut y avoir du gaz. Même à 1 PC, il peut y avoir du gaz. Même à 0 petit, il peut y avoir du gaz. Ça veut dire on avait purgé, mais la base de notre purge, c'était quoi? C'était les liquides. Les liquides, on le voit comment? Avec les sauts to glace. Ça veut dire, on verra ça, ce sont des niveaux à glace. C'est avec ça qu'on voit que le liquide est à tel niveau, hein, on tente de purger, ça descend jusqu'à ce que ça va se terminer. Voilà. Et puis, on a du gaz. Pour voir que le gaz est parti, on regarde la pression. La pression indique la présence du gaz. Et la pression peut arriver jusqu'à 0 PSI. Ça montre qu'il n'y a plus de gaz. Malgré ça, il y a quand même du gaz à 0 PSI. Il y a quand même du gaz. Même si la pression est basse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien.
ceux qui ont travaillé savent qu'on ouvre même, qu'on purge une sas, par exemple de pig trap, ou on voit jusqu'à la pression 0, mais quand vous ouvrez la porte, vous verrez du gaz s'échapper. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du gaz, il y a du gaz. Donc il faut faire quoi? Il faut flusher la capacité. Flusher, ça veut dire quoi? Pour être sûr que la capacité est inerte ou bien est complètement dégagée. Soit on envoie du gaz inerte, ça veut dire les gaz qu'on peut respirer, les gaz qui ne s'enflamment pas, comme de l'azote par exemple, de ND. Du gaz inerte sera envoyé dans la capacité pour remplacer le gaz qui était là, ou la capacité sera tout justement fléchée par de l'eau. L'eau aussi peut pousser du gaz, donc on flèche, ça veut dire on doit ouvrir une vanne ou un piquage, on se connecte avec de l'eau, bien sûr de l'eau douce, à la température normale, ou même à de l'eau chaude, à la température élevée. Pourquoi? Pour se débarrasser de paraffine qui se dépose sur la paroi interne. Alors quand on va flécher de l'eau, on envoie de l'eau à haute pression. Ça frappe de partout, ça renvoie de l'eau, du gaz, ça sort par des lignes de purge. Là maintenant, on ne va pas utiliser la purge d'eau que... Là maintenant, je vais essayer de revoir. On a quand même des images pour bien expliquer. Ok, ouais, ça c'est un trou d'homme. Donc, j'en passe. Ouais, vous voyez, il y a des piquages presque réservés presque partout. Je vais monter à l'autre là. Ouais, vous voyez. Ils vont pour remplissage ou vidange. Donc ce sont des piquages qu'on laisse partout. On laisse des piquages partout. On peut se connecter avec quelque chose, toujours muni d'une vanne. Ça veut dire quand c'est fermé, on se connecte, on ouvre, et puis on est en connexion, on est en liaison avec l'intérieur. Ouais. On peut connecter un flexible ici, parce que si on n'aura pas besoin de monter de pipe, tout ça, on va simplement utiliser des flexibles. Voilà l'une des importances de flexible. On en a parlé juste au chapitre qui est en cours. On se connecte là, et puis on va pomper de l'eau. L'eau va entrer par là, et puis on peut purger. Ça c'est la purge. Ouais. Il y a la sortie d'eau, mais il y a aussi la purge. On va purger et ça va aller quelque part dans un bac, des histoires comme ça. Mais de toutes les façons, le bac doit être toujours en bas. On peut mettre un bac là, on peut creuser et puis mettre un bac, et puis il y aura un puchon ou quoi qui va venir récupérer à tout moment. Donc voilà un peu comment on va flusher, soit avec du gaz inerte, soit avec de l'eau froide ou chaude, mais de l'eau douce, pas de l'eau salée. L'eau salée c'est toujours problématique parce que le sel là c'est un produit chimique quand même. Le prélèvement de taux de gaz, l'HEC va passer maintenant. Avec ce qu'on avait ouvert comme un piquage, on n'a pas encore ouvert à l'atmosphère. L'HEC va passer avec ce qu'on avait. Il peut introduire une sonde ou utiliser un détecteur de gaz, de l'H2S, de monoxyde de carbone ou du gaz hydrocarboné comme le gaz, notre gaz de pétrole par exemple, de l'oxygène ou d'autres gaz nocifs. Par exemple ici, c'était un traiteur d'une industrie pétrochimique par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir contrôler si le produit qui était utilisé est encore là, tout ça, et puis il faut chercher du gaz inerte pour encore recommencer. On va encore recommencer jusqu'à ce que on n'aura plus à détecter ces produits toxiques. Ça c'était avant l'ouverture. Là on n'a pas encore ouvert, on a juste ouvert pour prélever avec la sonde bien protégée. Ça c'est le job de l'HEC. Maintenant pendant l'ouverture, on va maintenant ouvrir le trou d'homme. Pendant l'ouverture du trou d'homme, l'ouverture du trou d'homme doit se faire avec des précautions importantes pour ne pas être exposé à des substances indésirables ayant échappé à la détection. C'est possible. C'est possible. C'est un appareil, peut-être il est défectueux, on ne sait pas. Alors, on doit être
protégé selon les équipements de la sécurité. On ouvre le trou d'eau. On n'entre pas malgré ça. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va placer la ventilation. On va ventiler, ça veut dire on va mettre un ventilateur pendant 48 heures, suivant les respects de la direction du vent. Et sans stop, ça veut dire on n'arrête pas. On ventile pendant 48 heures à tout moment. Donc 48 heures, on ventile. Maintenant, la direction du vent, ça veut dire quoi? Vous mettez par exemple, je m'en vais à l'image. Je crois qu'on ne va pas s'ennuyer parce que là, la vidéo semble être costaud. Hein. On va mettre par exemple la ventilation ici, le ventilateur ici. Et le gaz doit s'échapper d'ici. Regardez. Maintenant, si la direction du vent vient comme ça, le vent va ramener ces gaz ici. Le ventilateur va encore aspirer ces gaz. Et ça sera un cycle. Alors, on ne va pas se débarrasser de ces gaz. Si le vent, la direction du vent est comme ça, alors le ventilateur sera de l'autre côté, quelque part autre. Mais très souvent, quand on pose déjà un séparateur quelque part, on tient compte des sens de la direction du vent. C'est important. À moins que ça soit un profane qui a construit ces projets. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Et maintenant, la ventilation se fera pendant 48 heures et sans stop. Première entrée. Qui va entrer en premier? La première entrée, c'est fait suivant la supervision de l'HEC. Ça veut dire un HEC va entrer. Il porte l'air, ça veut dire appareil respiratoire individuel. Donc il porte l'air, c'est comme un sous-marin, quoi, parce qu'il entre dans un milieu où il ne peut pas respirer. Ou il n'est pas sûr. Pour prélever les taux de gaz à l'intérieur cette fois-ci, et c'est chaque jour avant le début des opérations. Même si on a commencé les opérations, avant qu'on commence l'opération, d'abord on laisse l'opération toujours sous ventilation. Si c'est la nuit, on ne travaille pas la nuit, on laisse la ventilation continuer pour éviter toujours des éventuelles fuites. Surtout s'il y a les travaux à chaud, c'est-à-dire la soudure et autres. La ventilation continue. Avant qu'on entre, l'HEC entre d'abord, il prélève, non, tout va bien, après on peut entrer. Donc c'est comme un éclaireur de sécurité. Avec un observateur à l'extérieur pour surveiller la personne à l'intérieur, les deux personnes seront munies des radios. Donc, quand quelqu'un est à l'intérieur, juste au trou d'homme, une autre personne qui sera là, un observateur, il va contrôler la personne qui est à l'intérieur. Vous voyez? Si le trou d'homme est ici, une autre personne va se tenir ici. Il ne bouge pas, il regarde. Il regarde à l'intérieur. Il regarde jusqu'à ce qu'il voit la personne. Pas il regarde dans la position où il ne peut pas voir la personne. Si c'est comme ça, alors il va venir, il va trouver comment voir la personne. Si on n'arrive pas à voir la personne qui est à l'intérieur, alors on peut placer 2 ou 3 personnes. Donc l'autre est là et l'autre est là. L'autre surveille, il surveille la personne qui est à l'intérieur. Parce que quand une personne tombe, il n'a pas crié. Si vous ne le voyez pas, vous ne le saurez pas. Il faut une surveillance visuelle. Alors comme on n'a pas de caméra à placer à l'intérieur, la personne, il y aura un observateur. S'il y a une caméra, alors la caméra va jouer le rôle. C'est pourquoi on parle de l'automate presque partout qui remplace la personne. Donc c'est un peu du chômage. Tous ces gens qui jouaient ce rôle dans ces industries, ils auront un chômage parce que la caméra sera là. Voilà. Mais sauf que il y a une procédure. Il y a une procédure pour récupérer la personne et même la caméra. Bon, de toute façon, on peut appeler, on peut tout prévoir. Bon, je ne perdrai pas mon temps avec ça. Je disais que les 2 personnes seront munies, ou les 3 personnes seront munies des radios VHF non ATEX, ça veut dire atmosphère. Donc, atmosphère explosive, ATEX, atmosphère explosive. Donc, les radios là ne peuvent pas créer de l'explosion dans une atmosphère ATEX. Si la détection ne donne pas de bons résultats, la ventilation sera prolongée 48 heures de plus et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on aura un bon résultat parce que la vie humaine passe avant tout.
Deuxième entrée, l'ingénieur en charge de la maintenance. Toi, tu es l'ingénieur, tu feras ton entrée, menu de l'ARI ou pas, parce que si les conditions sont très favorables pour inspecter, lui, il entre pour inspecter en même temps les éventuels travaux supplémentaires. Peut-être qu'il y a des soudures à faire, peut-être qu'il y a des réparations à faire, peut-être qu'il y a des trucs à ranger à l'intérieur. On va en profiter pour le faire en même temps parce que la capacité est ouverte. Troisième entrée, le maintenancier de l'équipe de remplacement du brûleur entrera avec son assistant, menu de l'ARI ou pas, suivant les conditions et après la décision de l'HSE, avec la surveillance visible toujours et radio non annexe. L'HSE fixera les conditions pouvant mettre fin à l'opération et à l'évacuation sans délai de l'équipe à l'intérieur de cet espace confiné, entre autres la baisse de la pression de l'ARI. Là, si on travaille avec l'ARI et que l'air qui se trouve dans l'ARI baisse la pression, on arrête le job, on sort jusqu'à ce qu'on résout le problème. Les dysfonctionnements de la ventilation ou des radios, si la radio ne fonctionne plus, l'HSE, s'il est là, il arrête l'opération. Si on travaillait sous ventilation et que ça ne fonctionne plus, on arrête. Le changement de la météo, par exemple, il y a l'orage, il y a la pluie et que ce n'était pas prévu dans le permis de travail, il arrête. Tout ce qui sort du permis de travail, on arrête. La surveillance qui n'est plus visible, on n'arrive plus à voir la personne, on arrête. L'HSE prévoira à l'extérieur les mesures de secours possibles et va animer un drill. Ça veut dire quoi? Il va préparer les équipes que si en cas où on avait un tel problème, comment on va agir? Et on fera une sorte de théâtre, tu vois, ce qu'on appelle drill. On va simuler une situation réelle et on va sauver la personne en cette situation de simulation. Et tout le monde sera déjà fixé que non, et tout ça, ça s'est fait soit pendant, soit après, mais il peut arrêter les opérations juste pour simuler cette situation-là, même si ce n'était pas vrai, mais comment on va entrer, ça c'est pas enfin, mais c'est déjà on a ouvert, parce que les gens doivent savoir comment sauter des trucs à l'intérieur pour sauver la personne qui est à l'intérieur, par exemple. Et puis on va remplacer les brûleurs. Les maintenanciers qui sont à l'intérieur vont remplacer les brûleurs, de boulonnais, changer, tout ça. Et puis on va faire le nettoyage de l'anneau réfractaire jusqu'à la cheminée. Ça veut dire que là, notre brûleur a été remplacé, vous voyez. Notre brûleur a été remplacé, vous voyez, les menus de boulons, tout ça. Donc, supposons que ça, c'est maintenant à l'intérieur, tout ça. Et puis, on doit maintenant, on ne va pas laisser comme ça, même si le litre est encore en état, mais quand même, l'anneau réfractaire, donc le tube à feu, jusque là à la cheminée, il doit y avoir quand même certaines fumées qui se sont déposées, ça c'est normal. Même si la fumée, quand on brûle du gaz, il n'y a pas vraiment de fumée, sinon on soupçonne que ce gaz-là n'était pas propre. Parce que le gaz, ça brûle sans fumée. Le gaz, ça brûle sans fumée. S'il y a de la fumée, ça veut dire qu'il y avait un peu de liquide. Mais on peut quand même contrôler au cas où on peut trouver de fumée. On sait faire notre rapport, on a trouvé des fumées. Donc il faut revoir la qualité de notre gaz. Et puis on a quand même nettoyé cette fumée-là. On ne peut pas la laisser comme ça. Donc on doit laisser notre heater à l'intérieur en état. Voilà. Donc maintenant la fermeture. On évacue tout ce qui est à l'intérieur. Tout. On s'assure qu'on n'a rien laissé. Et on ferme les trous d'homme. On va tester les brûleurs avec de l'eau douce, tout en observant la montée de la température. Parce qu'il y a des TI, ça veut dire température indicateur, il y a des TT, température transmitteur. Là, on verra ça plus bas. On verra la régulation. Pressuriser progressivement la capacité de la production. Donc, on doit mettre maintenant un peu de pression proche de la pression de fonctionnement. Et puis on va déconsigner électrique, la déconsignation électrique plutôt. Et puis on va remettre en service les réchauffeurs. On va fermer du bypass. Et voilà, opération success. Voilà ce qu'il fallait faire. Donc de toutes les façons, si vous avez des questions, vous pouvez mettre dans le commentaire sur
la chaîne et même sur Facebook. Vous pouvez mettre partout où vous verrez la pub et la publication, ou dans la chaîne YouTube, vous pouvez mettre des commentaires. Je vais répondre. Voilà. Donc, maintenant, la deuxième question, c'est: t'es sur un séparateur triphasique, mais vertical, où on a vu quoi ça, un flotteur orange et un flotteur bleu. Un flotteur orange pour contrôler le niveau d'huile, un flotteur bleu pour contrôler le niveau d'eau. Et là, sortie huile, juste là. Ici, il n'y a pas de plaque qui sépare. Il y a seulement l'interface qui sépare huile et eau. L'interface, bien sûr, par rapport à la densité. Là, on connaît tous. Bon, ce n'est pas seulement pour huile et eau, parce qu'en raffinage, on peut avoir des autres produits non miscibles, de différentes densités, qui se séparent aussi. Voilà. Mais ici, moi, je parle d'huile et eau. Alors, vous n'avez qu'à imaginer pour une autre situation. Voilà, et il y a le séparateur, il y a son standpipe qui est là, sortie eau, van qui régule avec le niveau, van qui régule avec le niveau. Donc, voilà. Alimentation, ça entre, déflecteur. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Extracteur de brouillard, sortie gaz. Parce que il y a une vidéo sur ce chapitre. Donc, on dit, ce séparateur vertical a deux contrôleurs de niveau. L'un pour l'interface eau-huile et l'autre pour l'interface huile-gaz. Supposons le point bleu là, que vous voyez là, comme le flotteur qui détermine le niveau de l'interface eau-huile. Et orange, le flotteur qui de l'interface niveau huile-gaz. On nous demande d'expliquer quoi. Voilà un flotteur. Hein. Ça c'est un flotteur avec buse palette. Donc c'est flotteur. Voilà, ces flotteurs là, ça donne une force avec le ressort qui est à l'intérieur, et puis la buse palette liée au positionneur peut faire beaucoup de choses. Ouvrir une vanne, ça peut ouvrir une vanne, ça peut fermer une vanne selon le niveau max, selon le niveau min. Donc c'est un peu ce qui se passe à ce niveau ici, vous voyez. Vous voyez un contrôleur de niveau qui réagit avec le flotteur pour ouvrir une vanne ou fermer une vanne. Donc là, j'ai mis une image de flotteur à la résolution, juste au cas où vous aurez besoin de savoir. Donc c'est un petit truc en plastique comme ça. Là. Voilà. On demande d'expliquer ce phénomène physique qui fait que ces flotteurs bleus indiquent les niveaux d'eau sans émerger à l'interface huile-gaz. Et que le flotteur orange indique le niveau d'huile sans plonger vers l'interface eau-huile. Ce phénomène est très utilisé dans la technologie qui a fait naître le bateau. Il s'agit du célèbre principe d'Archimède. Tout juste. C'est assez aisé avec l'interface gaz-huile. Ça veut dire pour le truc en orange. Car la différence des densités est importante. Donc le flotteur se retrouve sur l'interface. Ça veut dire, vous jetez par exemple un bidon en plastique. Vous jetez un bidon en plastique sur l'eau. Automatiquement, le bidon en plastique ne va pas rester... ne va pas plonger à l'intérieur de l'eau. Ne va pas aussi rester plané dans l'atmosphère. Mais ça va rester sur l'eau. Parce que c'est un peu le cas gaz-huile. Le gaz c'est l'air, l'huile comme l'eau, alors on aura le même effet. Mais ce qui concerne, pourquoi? Parce que la différence des densités est importante. Prenez maintenant un sachet, vous jetez, sachet c'est aussi du plastique, vous jetez. Le sachet a plus de temps. Peut-être il ne peut même pas directement descendre, il peut s'envoler. Pourquoi? Juste parce que la densité du sachet est proche de l'air, vous voyez. Même un papier, ça va tomber. Un carton, ça va tomber. Même un papier hygiénique, là, très léger, vous jetez. Ça peut flotter. Donc, c'est pourquoi je dis, il y a aussi même une réponse qu'on avait reçue sur Facebook parlant de la densité. Il n'avait pas tort. Mais en ce qui concerne l'interface eau-huile, eau, la densité, c'est entre 1 et huile, c'est entre 0,9 et 0,8. Un calcul de la densité s'impose de façon à ce que le flotteur se retrouve à l'interface de l'eau
Bon, ça c'est ce qui a fait naître, mais maintenant là, il y a des abacs et tout. Or, tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de ce fluide une force. Ça c'est le principe de l'Archimède. Qu'on appelle poussée verticale vers le haut, dont la densité est égale au poids du volume du fluide déplacé. Ce volume, donc égal au volume immergé du corps. Je ne vais pas vous rappeler là. Je donne seulement la formule. Voilà la poussée d'Archimède qui est égale à la densité du fluide multiplié par ou masse volumique multiplié par le volume immergé. Donc le volume déplacé par la partie immergée, ça veut dire le volume d'eau que la partie qui entre va déplacer. C'est ce volume là. C'est pas le volume du corps. Non. C'est le volume qui a déplacé. Quand un bateau entre, par exemple, quand le bateau est sur l'eau, le bateau, il y a une partie qui sera immergée dans l'eau. Cette partie-là a quand même déplacé de l'eau. Alors, au fur et à mesure, le bateau s'enfonce, le volume immergé grandit. Maintenant, la poussée d'Archimède, c'est ce volume-là de l'eau qui a été déplacé. C'est un peu ça. Multiplié par la pesanteur G. Et ici, nous avons deux poussées. P1, la poussée d'huile pour l'huile, et P2, la poussée pour l'eau. Si le poids volumique, on sait que c'est la densité multipliée par le volume. Le poids volumique, par exemple, le poids volumique du flotteur PF est supérieur à P1 et P2, qu'est-ce qui va arriver? Le flotteur va entrer. Parce que au lieu de parler de densité, je parle de poids volumique en termes de poids volumique. Parce que la densité, oui, mais quand on associe la densité au volume, on a le poids volumique. Au lieu de parler juste de la densité, mais si le corps est très grand, ça devient différent. Ouais, un peu. Bon, très grand et compact, donc c'est toujours la densité, mais en quelque sorte, on verra donc cette petite démonstration. Donc, si c'est comme une pierre, vous jetez dans l'eau ou vous jetez dans l'atmosphère, d'abord la pierre va traverser toute la partie qui est comme de l'air, qui est remplie d'air, du gaz, et ça va entrer dans le fleuve qui est rempli d'eau, ça va couler jusqu'au fond. Ouais. Mais si cette pierre-là a de l'air à l'intérieur, ça peut entrer, arriver quelque part dans l'eau et puis ça peut flotter. Donc, on va pas perdre notre temps. Donc, on a compris. Si le poids volumique du flotteur est supérieur seulement à P1, ça veut dire au poids volumique de l'huile, mais c'est inférieur au poids volumique d'eau, alors ça va traverser quand même l'huile, mais ça ne peut pas traverser l'eau. Alors qu'est-ce qui va arriver? Le flotteur sera suspendu à l'interface entre l'huile et l'eau, à l'interface parfaite. Donc nous allons nous remettre dans cette situation ici, où P1, poids volumique d'huile, est inférieur à PF, poids volumique du fluide, inférieur à P2, poids volumique de l'eau. Donc, si j'ouvre ça, qui est la poussée, le poids volumique plutôt, qui représente aussi la poussée, parce que le poids volumique d'huile et la poussée, maintenant, c'est dans le sens contraire. Et le poids volumique du fluide doit y avoir. Donc ça, c'est le poids volumique de l'huile. Ça, c'est le flotteur. Ouais, FL, c'est le flotteur. Donc, je me demandais, FL, c'est pas le fluide. Qu'est-ce que j'écris? Donc FL, c'est le flotteur. PF, c'est PF, le flotteur. Ah, c'est ça, poids volumique du flotteur. Et ça, c'est poussée d'huile, poussée d'eau. Et on peut simplifier la pesanteur avec le volume, parce que le volume du fluide dépendra du volume qui sera déplacé par le volume de l'eau. On peut simplifier et on aura que cette situation de notre flotteur doit avoir une densité comprise entre la densité d'huile et la densité d'eau. Donc voilà un peu. Conclusion, il n'est toujours pas gagné que la densité soit dans cette plage, mais des essais doivent être effectués afin de déterminer la bonne valeur
Donc on doit faire des essais au laboratoire. Parce qu'il se pourrait qu'on soit dans une situation de ballast, par exemple. Pour certaines applications, comme on étudie les centres de poussée, qu'on peut modéliser. Donc, ici, si le flotteur a une densité proche de l'eau, proche de l'huile, ou dans une valeur qui n'est pas convenable, ça peut créer un autre centre qu'on appelle le centre de poussée. Ça, c'est une autre modélisation qu'on doit faire, comme modélisation numérique, donc des calculs, tels que le ballast, par exemple, des sous-marins, des plateformes semi-submersibles. Imagine qu'une plateforme entre dans l'eau, mais il flotte. Il peut descendre, il peut remonter comme il veut. Il y a de ballast pour ces plateformes, pour cette plateforme. Donc voilà un peu. On voit bien que les compartiments eau et huile ne sont pas séparés. Et puis ça c'est la question 2. Là je suis à la première question. Donc voilà. Oh, mince, je suis entré dans la question 2 donc. Donc pour certaines applications, on étudie les centres de poussée. Là je viens déjà de dire. Donc voilà un peu ce qu'il faut veiller. Ça. Je répondrai à la dernière question parce que l'autre question là, ça va rester pour vous. Ça restera si vous ne le ferez jamais. Donc ça dépend de votre volonté. On voit bien que les compartiments eau et huile ne sont pas séparés. Pour drainer l'huile, le drain de sortie huile trait en vert est à l'intérieur du séparateur. Donc là, hop, 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 hop. Oh, c'est transverse. Ça devait être ici. Bon, de toute façon, ça a bougé. C'est-à-dire quoi? Nous voulons parler d'une autre question qui serait mieux de l'expliquer avec l'image pour que ça passe. Donc voilà, nous avons la sortie d'huile là. Le pipe entre juste ici. On fait confiance seulement à la couche d'huile et on s'est dit que l'eau ne va pas entrer par ici. On fait confiance seulement à la couche d'huile, on s'est dit que les gaz ne vont pas entrer ici. Mais il n'y a aucune autre barrière pour ça. Alors, comment en être sûr que le gaz ne va pas entrer là? Comment en être sûr que l'eau ne va pas entrer là? Sur quoi il faudrait jouer? Vous connaissez déjà la réponse. Je l'avais dit l'autre fois. Donc voilà, ça c'est la façon dont je peux expliquer facilement cette question ici. Donc, en tant qu'ingénieur, établis une procédure que les opérateurs doivent suivre pour éviter que l'eau soit drainée dans la sortie huile et aussi que le gaz aussi soit drainé dans la sortie huile. Astuce en jouant sur les ventes, bien sûr. Il est bien clair que l'eau peut monter, ça monte jusqu'à ce que ça entre là-bas. En même temps que l'huile jusqu'à atteindre les niveaux de la paille de la sortie huile et s'évader. Voyez? Mais aussi que l'huile et l'eau peuvent baisser les niveaux jusqu'à ce que le gaz s'évade dans la sortie huile. C'est un cas qui peut arriver très clair. C'est un cas qui peut arriver très clairement. Voilà. La production peut continuer à entrer. Ça entre. Qu'est-ce qui arrive alors? L'eau va monter. Le niveau d'eau va monter. Le niveau d'huile va monter avec lui aussi. Alors, qu'est-ce qui va arriver? La ligne d'interface d'eau ici va dépasser là. C'est l'eau qui va entrer là à la place de l'huile. De même que si par exemple l'alimentation n'entre pas assez pendant que l'eau sort assez ou l'huile sort assez, cette interface ici peut descendre jusqu'à arriver ici. Qu'est-ce qu'il y aura? L'eau peut-être baisse jusqu'ici, le gaz va entrer là. Donc là, dans ce cas, le gaz va entrer et ça ira là où on entend de l'huile. C'est pas bien. Alors, ces cas-là peut arriver d'un moment à l'autre. Quelle est la procédure? La procédure est simple pour l'opérateur observant ces niveaux de réguler à partir des 20 un niveau optimal pour chacun, c'est-à-dire il y a deux niveaux dynamiques. Ça veut dire les niveaux dynamiques sont des niveaux qui bougent. Dynamique. Là ici vient faire quoi? Bon.
Ah, LE, oh, ouais, c'est le niveau LE. LE, c'est le niveau d'eau. Et LH, c'est le niveau d'huile. Et un niveau statique, LSH, ça veut dire, j'ai nommé que c'est statique. Pourquoi ça ne bouge pas? LSH, ça veut dire niveau statique de l'huile. Ça veut dire niveau sortie huile. Voilà, LSH, pour moi, c'est niveau sortie d'huile. Des sorties huile. Donc, le niveau du pipe. L'idéal de cette régulation est que même si le niveau dynamique d'eau va commencer à monter, à descendre, que ça ne puisse pas être supérieur au niveau LSH. Et que même si le niveau LH va commencer à descendre, que ça ne soit pas inférieur au niveau LSH. Ça, c'est l'idéal. Maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? On doit définir des niveaux intermédiaires tels que le L et SH que j'ai nommé LSH. LSH, ça veut dire quoi? Ça, ce sont des niveaux intermédiaires, mais statiques, qu'on ne veut pas dépasser. C'est-à-dire, même si le niveau augmente, mais ce niveau-là, c'est entre le niveau O, dynamique, et le niveau SH, qu'on ne peut pas dépasser. Et l'autre, c'est entre le niveau sortie huile et le niveau huile, qu'on ne peut pas dépasser. Pour éviter que l'évasion ne soit possible, alors LE doit être inférieur à ces niveaux-là qu'on ne peut pas dépasser. Celui-ci sera inférieur à LSH. Et LSH doit être inférieur. Là, on est en train de monter parce que le niveau d'eau monte. Alors, on doit faire en sorte que quand on arrive ici, on ouvre la vanne pour qu'on n'atteigne pas ça. Et quand on va pour l'huile, quand l'huile baisse, parce que quand l'huile sort, ça baisse. Quand l'eau ne sort pas, ça monte. Ou soit quand l'eau sort, ça entraîne aussi la baisse d'huile en même temps. Vous voyez? Donc il faut être vigilant avec ça. Et LSHH, c'est les niveaux inférieurs à LH qu'on ne peut pas dépasser non plus. Donc, ce sont des niveaux qu'on veille. Donc quand j'arrive déjà ici, je dois fermer toutes les vannes pour que l'huile ne baisse pas. Comme ça, quand je monterai un niveau, je peux encore réouvrir. Alors l'opérateur est là. Il va commencer à réguler manuellement tout ça. Et je vous dis, il n'y a rien de plus embêtant que ça. Voilà, si notre LH est ici, contrôleur des niveaux, notre LH, c'est le niveau dynamique. Il peut monter, il peut descendre, tout ça, il peut faire de navette. Alors, on veille à ce qu'il ne dépasse pas les LSHH. Donc, quand il baisse, quand il arrive ici, on ferme toutes les vannes. Parce que si vous fermez huile et que vous avez laissé eau, ça va commencer à baisser avec. Alors, pour l'eau qui monte, par exemple, on a le niveau dynamique d'eau. Ça descend, ça monte. Ça descend, ça monte. Ça descend, ça monte. Alors, on a défini aussi un niveau L et SH qu'on ne va pas monter au-dessus de ces niveaux. Quand on arrive déjà à ces niveaux, on ouvre la vanne d'eau et on baisse tout en observant le niveau huile, tout ça. Donc, on est là avec tout ça. Donc, voilà. Maintenant, tout ça, c'est difficile comme vous avez remarqué, mes chers amis. Il faut quoi? De l'automatisme. Alors, ça, c'est l'intelligence humaine qui va introduire ces consignes-là. Cette consigne-là. Vous verrez quand on va voir la régulation, parce que ce cours va jusqu'à la régulation. Quand on verra la régulation, on va voir qu'il y a ce qu'on appelle la mesure, la consigne et l'écart. Ça veut dire quand on mesure, ça veut dire ça mesure. Il y a un capteur qui mesure, là je vous donne un briefing. Il y a un capteur qui mesure le niveau LH. La consigne, c'est de ne pas dépasser. Donc ça doit toujours être supérieur à ça. C'est de ne pas dépasser. Si ça devient égal à ça, alors là, il faut ouvrir ou fermer la vanne complètement. Mais pour éviter, on peut ouvrir, jouer, ouvrir, fermeture. Alors ça, c'est la mesure et ça, c'est la consigne. L'écart, c'est la soustraction. Et l'écart, c'est ce que le contrôleur va contrôler. Il contrôle l'écart et il donne des consignes à la vanne de réguler. Telles que des vannes pneumatiques. Il s'ouvre déjà, il sait que non, on a
on a atteint tel niveau, paf, il souffre. Mais je ne vous ai pas donné le niveau d'ouverture pour l'huile. J'ai seulement donné le niveau de fermeture parce que je suis là. Mais il y a un niveau d'ouverture parce qu'on là, quand on atteint ces niveaux, c'est aussi dangereux pour les gaz. On suppose que là, parce qu'il y a un extracteur de brouillard quelque part. Quand on se rapproche trop de l'extracteur de brouillard, l'huile peut toucher l'extracteur de brouillard et les gaz peuvent être emportés. Parce que les gaz, quand ça monte avec des bulles. Non, ça monte avec quelques gouttes d'huile. Alors pour éviter de ramener de l'huile, alors on peut aussi définir un niveau pour que quand on atteint ce niveau, la vanne s'ouvre et quand on atteint ce niveau LSHH, la vanne se ferme. Ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Et tout ça est remplacé par l'automate, la régulation automatique. Donc voilà. La question qui va rester figée, c'est choisis toi-même une unité de séparation à votre choix. Simule un problème, fais des analyses, prévois une procédure des opérations, des réparations pour remédier aux problèmes détectés. Donc ça, c'est une question que je ne vais pas corriger dans cette quiz, mais toute personne qui va faire, il peut m'écrire dans le commentaire ou m'écrire, je sais pas comment, par quel moyen. S'il veut que je corrige, il peut envoyer. Alors je lui enverrai mon numéro WhatsApp ou Telegram. Il envoie et puis je vais voir corriger. Mais ça reste pour vous, exercez-vous et n'oubliez pas, à la prochaine, nous sommes dans le chapitre qui parle de la canalisation. On n'a pas fini, on va continuer. Vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de partager pour qu'une grande famille profite et bénéficie de cette connaissance. Et aussi de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, je me répète. À très bientôt. Bye bye.